L'école provinciale d'action sanitaire et sociale de Makoko va rouvrir ses portes cette année. Mais avant, le ministre de la Santé a été évalué l'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension. La caravane de circoncision initiée par le SAMU social gabonais à travers la capitale nous intéresse ce soir, en l'occurrence le bien fondé de cette pratique chez les bénéficiaires. Cérémonie de graduation des aumôniers et de forces de l'ordre, 45 aspirants au total ont reçu leur parchemin par la même occasion. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Je vous le disais en vitrine, comme à Mouila et OIM, l'école provinciale d'action sanitaire et sociale de Makoko doit rouvrir ses portes cette année. Un engagement pris par le ministre de la Santé qui s'est rendu sur place pour s'assurer de l'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension. L'accompagner sur le terrain, Nathalie Oki et Chélie Manéa. La réouverture des écoles de santé cette année est un engagement du chef de l'État. Comme à Mouila et à OIM, le ministre de la Santé est allé évaluer le niveau d'accélération des travaux de l'école provinciale d'action sanitaire et sociale de Makoko. De se rendre compte de l'évolution des travaux parce que nous avons dit à l'entreprise qu'il faut que au plus tard en fin août le projet soit bouclé, tout soit bouclé, équipé. Parce qu'il n'y a pas de raison que la rentrée ne se fasse pas en début octobre prochain. Et là, c'est avec satisfaction que nous remarquons que les travaux ont considérablement évolué. Je pense que la phase d'équipement va commencer. Nous avons de nouveaux logements, notamment pour les responsables de l'établissement, de nouveaux bureaux, de nouveaux bâtiments construits pour les élèves et les aires de jeu. Il y a un minimum pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise dans le domaine de ceux qui ont embrassé les carrières de la santé. Des nouveaux bâtiments construits et d'autres rénovés pour abriter des salles de cours, de laboratoires, un amphithéâtre, des logements d'astreinte et un plateau sportif. Initialement endossés par un financement de partenariat, ces travaux sont passés sous financement de l'État. Avec ce financement extérieur, le chef de l'État m'avait instruit de faire autrement, de regarder dans les financements de l'État. Et on est allé sur cette voie avec une entreprise gabonaise. Et je pense qu'au stade où on en est, c'est vraiment une fierté. Je pense que ça va être la plus belle école de santé. L'école provinciale d'action sanitaire et sociale accueillera à l'ouverture les 100 étudiants admis au dernier concours de l'INFAS. Au village Tchongorové, dans le département des Timboué, les populations bénéficient d'une opération de consultation médicale gratuite. La caravane se déroule dans l'ancienne structure très vétuste en attendant d'intégrer le nouveau centre médical construit par la société pétrolière Perenco. Sur place, Jean-Augustin Diengui et Michel John Boudégan. Les populations de ce village éloigné de la voie principale se sont rendues vers cet espace qui croupit sous le poids de la vétusté pour l'opération de vaccination des enfants, mais aussi des consultations médicales gratuites. Depuis le matin, nous sommes pratiquement au 5e cas. Nous avons eu un cas de syndrome grippal, un cas de gastro-entérite, un cas d'otite chez un enfant de 2 ans, et un cas de rhumatisme. Et donc l'affluence est là, donc on est là jusqu'au moment où on terminera les derniers malades. Mais travailler dans cette structure complètement délabrée ne sera plus désormais qu'un vieux souvenir. En effet, grâce à la participation active de la société Perenco à l'amélioration de la santé des populations locales, dans le cadre du FDCL, vient de bâtir un centre de santé et un logement moderne. C'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir cette case de santé qui a été construite. Nous avons constaté vraiment avec beaucoup de cœur serré l'ancien bâtiment qui n'était vraiment pas adapté. Et là, c'est une occasion pour la population de Tchongorové d'avoir un accès aux soins favorable avec un bâtiment moderne pour les populations, en sachant que le centre médical d'Omboué, qui est la structure de référence dans le département des Timboué, est à pratiquement 2 heures de là où nous nous trouvons. Reste désormais l'équipement complet de cette unité sanitaire pour le bénéfice des populations qui éprouvent d'énormes difficultés à se soigner. Un engagement a été pris dans ce sens par la commission
en charge de ces projets communautaires. À Libreville, le SAMU social a récemment lancé une caravane de circoncision à travers la capitale avec pour but principal de soulager certaines familles butées. Mais pourquoi doit-on circoncire nos garçons? Y aurait-il un âge pour exécuter cette pratique? Autant d'interrogations qui ont conduit nos reporters Alpha Ndombi Moussavo et Jean de Dieu Mambondo auprès des professionnels de santé, anthropologues et même des religieux pour discuter de l'importance de la circoncision. On regarde. La circoncision, une opération importante chez les hommes, elle permet à la junte masculine de s'épanouir sur le plan de la sexualité et s'immuniser contre certaines pathologies. Cette caravane organisée par le SAMU social est donc l'occasion pour les familles dont les enfants garçons ne sont pas encore circoncis d'en profiter. Il y a le côté sensationnel, le côté sensationnel parce qu'avec le prépuce, vous pouvez présenter toutes les sensations. Ça évite des infections urogénitales de l'enfant. Les anthropologues et hommes de Dieu mesurent la dimension sacrée de cette pratique. La première orientation amène à ce que le circoncis apparaisse désormais comme une nouvelle personne dans la société. L'approche anthropologique démontre que lorsqu'on procède à ce rituel, c'est pour permettre aux jeunes de passage de l'âge mineur à l'âge adulte. Dans la nouvelle alliance, la circoncision, c'est la séparation avec le monde du péché. Le fait de devenir une nouvelle créature en Christ, Dieu nous sépare avec le monde, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Pour les parents, la circoncision est plus qu'indispensable. C'est la tradition, il faut qu'il soit un homme et tout, c'est un peu ça. C'est une étape obligatoire pour tous les hommes de passer par la circoncision, en fait, de le rendre homme, quoi. Cette étape constitue un exercice pour le jeune garçon, car pour la vitalité des hommes, c'est une nécessité. Campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida auprès des forces de police nationales, notamment les femmes, y compris les épouses. Cette pandémie qui continue à faire des ravages, il est important de rappeler à tous la nécessité de se faire dépister et de suivre son traitement en cas de contamination confirmée. On voit tout cela avec Patricia Lili-Mouillet et Syria Caris. La lutte contre le sida mobilise le plus grand nombre, à savoir les femmes, lesquelles doivent être mieux informées sur les risques d'infection au regard de leur vulnérabilité. C'est donc dans cette optique que les femmes des forces de défense nationales ont bénéficié des rudiments à même de les édifier sur cette pandémie. En milieu militaire, nous avons beaucoup de personnes qui sont contaminées par le VIH-Sida. Donc il fallait sensibiliser, rappeler aux uns aux autres l'importance de la connaissance sur la maladie. C'est une question de santé nationale et qui puisse être internationale. On était sur le 3,95 parce que sur le 3,95, c'est de rappeler les objectifs de l'OMS sur la prévention, la sensibilisation et le traitement. Le VIH-Sida, véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale, la femme paye le lourd tribut, aussi l'importe de ne pas être dans le déni. Il est très important pour chacun de nous qui avons un parent qui souffre de ça ou encore un collègue qui souffre de ça, de le faire réaliser, de le faire comprendre que ça existe vraiment. Parce qu'en général, on parle de la sorcellerie, mais c'est une maladie qui existe réellement. Loin d'être éradiquée, un rappel à toutes les femmes demeure nécessaire. Comme le temps a passé, les gens pensent que cette maladie aussi s'est estompée, alors que c'est encore là. Donc il fallait qu'on rappelle à tout le monde que la maladie est toujours là et que la sensibilisation est toujours nécessaire. Je pense que ce soir, les femmes qui sont venues sont réparties avec une connaissance et avec une idée de ce qui se passe aujourd'hui. La sensibilisation reste certes très importante, mais un dépistage précoce du VIH permet de recevoir un traitement si on est séropositif au VIH ou de se protéger si l'on est séronégatif au VIH. Pendant ce temps, le ministre de la Santé lançait ce week-end le processus sur les enquêtes entomologiques et la lutte antivectorielle dans les grands bassins versants de Libreville. Première étape, la vallée Sainte-Marie. On fait le point avec Sheila Mebalé et Guy Dizambo. Elle a bel et bien démarré l'opération de lutte antivectorielle dans le Grand Libreville. Débutée par la vallée Sainte-Marie qui abrite le bassin d'Arambo, le chef de quartier se satisfait du démarrage de ce processus qui va permettre en cette période de saison sèche d'être à l'abri des piqûres des moustiques. L'équipe est la bienvenue, même si ce n'est pas pour exterminer, mais
quand même, ça va nous soulager tant soit peu. Mais en général, ce que je fais le plus souvent, c'est que quand j'ai un peu d'argent, je paye les enfants près de 100 000 francs pour curer le canal. L'Institut d'hygiène et d'assainissement qui mène cette opération souhaite l'étendre dans tout le pays. Comme vous le savez, le ministre de la Santé a lancé récemment le processus à travers l'atelier sur les enquêtes entomologiques et la lutte anti-vectorielle dans les grands bassins. La vallée Sainte-Marie a été choisie parce qu'il y a des bassins versants ici, mais également parce qu'il y a une population suffisamment importante. Et nous devons promouvoir justement la santé préventive à travers ce type d'action de lutte antivectorielle. Nous sommes engagés à promouvoir cette lutte antivectorielle non seulement dans les quartiers de Libreville, mais également prochainement à l'intérieur du pays. Cette opération de lutte antivectorielle devra être également un moyen de sensibiliser les populations sur l'insalubrité qui arpente les domiciles et les bassins versants afin de lutter efficacement contre les maladies vectorielles, notamment le paludisme. On reste en environnement avec les agents de l'hôtel de ville de Libreville qui ont procédé hier au nettoyage du rond-point d'Awenji dans le cadre de leur mission régalienne relative à la lutte contre l'insalubrité, mais cette fois avec pour prétexte la commémoration de la journée internationale zéro déchet. On fait le point avec Lionel Mboutsoupissam et Ulrich Mugler. Pelle, pioche et brouette, les agents de l'hôtel de ville de Libreville assainissent le rond-point d'Awenji très fréquenté par les Librevillois. Accompagnés par la Croix-Rouge gabonaise et la Direction générale de l'environnement, ils ont tenu à rendre cette partie de la ville un peu plus propre à l'occasion de la célébration de la journée internationale zéro déchet. Cette opération vise à donner au 4e arrondissement de la commune de Libreville un visage un peu plus avenant et renforcer les activités de restauration de l'ordre urbain entamées par la délégation spéciale de la commune de Libreville. Cette journée constitue bien plus qu'une interpellation des instances mondiales pour la protection de l'environnement et la santé de la population. Les habitants de ce quartier sont ici invités à emboîter le pas. Nous, en tant que membres de la Croix-Rouge, volontaires de la Croix-Rouge, nous sommes aussi auxiliaires du pouvoir public. Nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de Libreville. La célébration de la journée internationale zéro déchet vient redorer notre pratique du premier samedi de chaque mois dénommée Journée citoyenne, qui consiste à assainir notre environnement. Et sur un tout autre plan, le président de la transition a attendu à Kango le 12 août prochain dans le cadre de sa tournée républicaine. Eh bien, ce week-end, la ministre Laurence Ndong a présidé une réunion préparatoire afin d'accueillir comme il se doit le chef de la transition dans cette localité. On en parle avec Patrick Simangoy et Richard Evindi. Le département du Komo-Kango dans la province de l'Estuaire promet réserver un accueil à la dimension de son rang au président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligingama, attendu à Kango, cette localité historique du Gabon, le 12 août 2024, dans le cadre d'une tournée républicaine entamée il y a plus de 2 mois. Le ministre Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement, native de cette localité, entouré du préfet du Komo-Kango, des chefs de services administratifs et militaires, ainsi que de toute la notabilité du département, des mouvements associatifs, Laurence Ndong a présenté à tous les projets prioritaires du département en cours de réalisation par le CTRI, des projets à réaliser à court, moyen et long terme. Les besoins essentiels des populations touchent à l'eau, l'électricité, l'école, la santé, la route, l'agriculture, bref, à l'amélioration du bien-être des populations du Komo-Kango. Et on voit ici quasiment tous les cadres du département Komo-Kango qui se sont mobilisés pour préparer la venue du président de la République dans cette localité. Et les populations l'attendent de pied ferme, avec effervescence, pour manifester leur gratitude et surtout manifester l'espoir que suscite aujourd'hui le CTRI et la transition auprès des populations. Aujourd'hui, Kango se mobilise derrière le président de la transition pour construire un Gabon nouveau que tous et chacun veulent, un Gabon tourné vers le changement et la félicité. Toutes les populations du département, la commune, les 3 cantons, lui réserveront l'accueil digne de son rang et un accueil au CTRI digne du coup de libération et de l'espoir qu'ils ont suscité au sein des populations.
Les sous-comités mis en place sont les démembrements de la commission provinciale et qui sont composés des élites de la commune et des 3 cantons du département. Le 12 août prochain promet être une journée mémorable pour les populations du Komo-Kango qui ont tourné définitivement le dos aux querelles et aux perfides trompeurs. À Congo, restons-y. Là-bas, les nouveaux bacheliers ont été récompensés et encouragés par la ministre de la Communication et des Médias. Par ailleurs, natifs de la localité, on retrouve Patrick Simangoy et Richard Ivindi. Ne pouvant rester insensible aux bons résultats obtenus par les élèves candidats au baccalauréat 2024 du lycée Ndong Marcelin de Kango, 77 bacheliers des séries A, B et D, la ministre Laurence Ndong y est allée féliciter et encourager les nouveaux bacheliers qui ont honoré cette année la commune de Kango, leurs parents et leurs enseignants. Pour motiver davantage ces heureux bacheliers QV 2024, 3 ordinateurs portables ont été remis aux 3 meilleurs bacheliers, dont 2 garçons et une fille, la major qui a obtenu une moyenne de 11,28. Vraiment, je suis très heureuse, je suis vraiment émue. Et je vais, pour ce cas, remercier Monsieur le Président d'abord, et ensuite Madame la ministre de la Communication qui est venue nous honorer. D'autres récompenses remises aux bacheliers étaient composées de plusieurs bons d'achat de fournitures scolaires à prix réduit dans l'une des surfaces commerciales de Libreville. Le pays se construit avec le travail. Notre triptyque national, c'est union, travail, justice. Et donc, il faut encourager les réussites et surtout créer des modèles. Et c'est ce que le CTR est en train de faire. Créer des modèles par la méritocratie. Aujourd'hui, il s'agit pour le président de la République de lever des champions nationaux qui seront des modèles pour cette jeunesse qui en a énormément besoin. Le combat que mène désormais Laurence Ndong pour développer l'école gabonaise est une réalité ici à Kango, dans le Komo-Kango. Avant de regagner Libreville, la ministre Laurence Ndong a pris tout son temps pour aller toucher du doigt l'avancement des travaux de rénovation de l'ancienne salle polyvalente de Kango, dont les coûts de réfection sont supportés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Bien avant à l'entame de cette journée marathon, le membre du gouvernement a fait une escale utile ici au dispensaire de Nzongmitang, situé à l'entrée de Kango à la demande des populations, une structure fruit de la coopération gabono-japonaise qui enregistre chaque jour des malades souffrant de paludisme associé à l'anémie, de fièvre typhoïde, de toux et de grippe, mais qui manque cruellement d'eau, et cela depuis déjà 12 années, alors que même juste à côté, il y a un compteur d'eau bien installé. C'est un constat amer qui a été fait par Madame la ministre Laurence Ndong. Le dispensaire avait de l'eau avant, mais il n'en a plus. Laurence Ndong, face aux difficultés rencontrées par cette structure sanitaire, a demandé à tous et à chacun de garder espoir, mais surtout de rester unis derrière le président de la transition et le comité pour la transition et la restauration des institutions. Après la phase de prépa-bac, l'heure est aux récompenses à Franceville. 54 nouveaux bacheliers ayant obtenu de bonnes moyennes à l'examen viennent d'être célébrés par un fils de la localité. Par ailleurs, délégué spécial adjoint 4 de la commune de Franceville. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos correspondants Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï. L'acte posé le 18 avril dernier par ce fils du cru, par ailleurs 4e délégué spécial de la ville de Franceville, en lançant les prépa-bac en faveur des candidats de 7 établissements n'était pas anodin. Résultat, sur 866 candidats concernés, 777 ont décroché leur sésame, toutes séries confondues, soit un pourcentage de 89,72%. Acte en phase avec la vision du président de la transition, président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, et qui mérite d'être encouragé. Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique d'excellence prônée par le président de la transition, chef de l'État, président de la République, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort à contribuer chacun à ce qui le concerne à apporter notre modeste contribution à cette culture de l'excellence qui détermine l'essor vers la félicité. Diverses récompenses en main, enseignants et lauréats ont tous exulté.
Pour nous, chefs d'établissement, cette aide nous a soulagés et cela a constitué, à mon avis, une bouffée d'oxygène pour nous. Monsieur le délégué spécial, nous comprenons que ce don, votre soutien nous motive à travailler encore davantage et à donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays, le Gabon. Votre contribution restera gravée dans nos mémoires et aura un impact durable sur nos vies. Je vous prie d'accepter nos remerciements les plus sincères. Vu la fertilité de l'action posée par Abouna Mavila Rosa, tous et chacun ont de façon unanime plaidé pour un bis repetita l'an prochain. Aussi, avec un résultat de 100%, le lycée technologique de l'Éconie a su tirer son épingle du jeu. Retour à la capitale, les programmes délocalisés de Radio Gabon se sont achevés ce week-end au Cap Esterias. Une semaine durant, des émissions à caractère éducatif, social et économique ont été retransmises en direct sous le haut patronage du ministre de la Communication et des Médias. Retour sur le plateau spécial de clôture avec Patrick Simangoy et Richard Evindi. Radio Gabon, la chaîne nationale, se veut plus qu'hier une véritable radio de proximité au cœur des préoccupations des populations gabonaises. Les programmes délocalisés développés par la Direction générale de Radio Gabon sous le haut patronage de Madame la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, pour rapprocher la radio des populations, se sont achevés ce week-end. Radio Gabon a retransmis durant 5 jours en direct des programmes depuis le Cap Esterias, des émissions de découverte sur le Cap Esterias à Kanda, des émissions à caractère éducatif, social, économique et politique, avec en prime la nouvelle vision des autorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Radio Gabon a construit l'inclusion dans ce pays. Et donc Radio Gabon a toute sa place. C'est le premier de tous les médias. Et nous allons lui rendre de sa superbe. Aujourd'hui, on a la dictature de l'image, on veut des images. Donc nous sommes passés en radiovision. Ils auront à la fois les voix et ils pourront enfin voir les journalistes qu'ils ne voyaient pas parce qu'on les entendait. Et maintenant nous sommes en direct. Donc le but c'est non seulement valoriser Radio Gabon, mais c'est aussi valoriser nos populations, valoriser les communautés. On ne se connaît pas dans le Gabon. Et quand on ne se connaît pas, ça crée de la méfiance. C'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y a à Kanda. Nous étions à Ntoum. Qu'est-ce qu'il y a à Ntoum? Ça nous permet aussi de donner la parole aux populations vers qui nous allons. Et depuis le début de la semaine, vous faites des reportages sur la vie dans la commune d'Akanda. Ça permet aux Gabonais de mieux se connaître, de valoriser chacune des localités. Le concept de Radio Gabon a donc suscité ici au Cap Esterias respect et admiration. Et par ce canal justement de délocalisation de la radiodiffusion gabonaise ici au Cap Esterias fera encore de plus connaître donc cette région qui cache beaucoup de spécificités culturelles, sanitaires, des cultures culinaires méconnues. Nous avons les plages qui regorgent donc des coquillages méconnus de la population. Et ce qui ferait justement, par le canal de cette délocalisation, faire mieux connaître notre région du Cap Esterias. Au Cap Esterias, Radio Gabon s'est voulu 5 jours durant le porte-étendard d'un Gabon uni dans la fraternité et la concorde. Le Cap Esterias est la deuxième étape des programmes délocalisés de Radio Gabon après la commune de Ntoum le 8 mars 2024 dernier. Les grands dossiers, ce dimanche 7 juillet 2024. Le ministère du Pétrole. Thème, le pétrole, les grands tabous de la République. Comment calcule-t-on le prix du baril de pétrole? Le poids du pétrole dans la loi des finances. Comment? Pourquoi 18% d'une famille régnante? Implantation, poids des sociétés pétrolières et RSE. Acquisition d'Assala, les contours d'une révolution. Les familles endeuillées de Perenco, en duplex depuis Port-Gentil. Pétrole, distribution et coûts. La GOC, Sogara, SGEPP, Pisolub, Marketeur. Les grands dossiers, ce dimanche 7 juillet 2024 à 21h. L'émission Les Grands Dossiers, c'est donc ce soir à 21h avec le ministre du Pétrole et son équipe. Plusieurs thématiques seront développées
au cœur de ce programme. Allons tout de suite retrouver Ahmed Beni Evaka en direct. Ahmed, bonsoir. Si vous nous recevez, dites-nous, que peut-on dire sur ce numéro qui, il faut le souligner, est le dernier de la saison? Bonsoir Kenny. Et oui, ce dernier numéro de la saison des grands dossiers se prépare dans la plus grande chaleur avec des techniciens, journalistes, chroniqueurs et coordonnateurs appelés à mettre les petits plats dans les grands pour rendre encore plus attractif ce programme phare du dimanche, un programme qui reçoit, comme vous venez de le mentionner ce soir, le ministère du pétrole et ses entités sous tutelle. Le patron de ce département ministériel, Marcela Beke, accueilli par le directoire du groupe Gabon Télévision ici à la maison Georges Rawiri, laisse apparaître les signes d'un administrateur prêt à répondre aux interrogations des Gabonais, prêt à lever le voile sur les grands tabous de la République. Alors Ahmed, je le disais tantôt, plusieurs questions seront abordées lors de ce numéro. Peut-être revenir sur ces dernières. Quelles seront les thématiques abordées ce soir? Il sera dans un premier temps de présenter au public le mode de calcul du prix du baril de pétrole, son rôle et importance dans la loi des finances. Aussi mettre un point d'honneur sur une famille qui, durant plusieurs années, détient à elle seule 18% des recettes pétrolières, normales ou paranormales. Les réponses lorsqu'il sera 21h. Mais ce numéro des grands dossiers, c'est aussi et surtout la réalisation de la nationalisation, encore du rachat par l'État gabonais de la société Assala Énergie. Quels en seront les contours? Le pétrole, c'est également ce volet sombre, celui du drame de Périnco. Pour l'occasion, le plateau sera en duplex depuis Port-Gentil avec Rita Bogondong et Michel John Bodégan. Nos envoyés spéciaux donneront la parole aux familles des victimes et aux membres de l'ONEP. L'émission traitera également ou encore fera le point sur les différentes entreprises nationales affiliées au ministère du pétrole. L'émission Les grands dossiers en direct sur Radio Gabon, sur Gabon Télévision lorsqu'il sera précisément 21h et aussi sur nos différentes plateformes numériques. Nous invitons donc le public à réagir par SMS ou par appel téléphonique ce soir. Merci Ahmed Beni Evaka pour toutes ces précisions. Pour la suite, on parle de la mission du ministre de l'économie numérique en terre camerounaise qui s'est achevée par une audience avec le ministre des Finances du pays d'accueil. Il était question pour faire le point sur les activités menées au Cameroun. On en parle avec Andinel Tungui et Gérard Mayanya. Poignée de main chaleureuse entre le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Moutazi, et le ministre de l'économie numérique du Gabon. Le tête-à-tête est naturellement fraternel. En ouvrant les discussions, il s'est agi d'une visite de courtoisie et de faire le point de cette mission gouvernementale. Ma visite au Cameroun avait pour objet de toucher du doigt la technologie Huawei. J'ai commencé par visiter votre data center à Campost. J'ai continué à visiter également votre centre national de vidéosurveillance, qui est un outil qui aide à la sécurité. Il permet de suivre en temps réel les faits et gestes de nos citoyens, quelle que soit la ville du Cameroun. Je suis allé toucher du doigt une autre infrastructure, une centrale solaire, mais également une infrastructure numérique qui permet de recevoir Internet haut débit ainsi que la téléphonie mobile. Le coût est abordable, l'entretien est également facile. En ce qui concerne la réception Internet haut débit, le coût est très abordable. C'est également du solaire, c'est rural, c'est très performant. Je suis venu. J'ai touché du doigt, je repars convaincu par l'expertise et l'expérience de la technologie Huawei. C'est fort d'une expérience enrichissante que le général de brigade Rodrigue Bonzambanza a quitté le Cameroun avec une vision encore un peu plus élargie dans l'optique de concrétiser l'ensemble des projets expérimentés par le géant Huawei. À Libreville, ce sont les membres du Conseil national des sages du Gabon qui ont été reçus à la vice-présidence. Autour du représentant du vice-président, ils ont ensemble posé les jalons de leur future collaboration avec le vice-président de la République qui va désormais remonter leurs avis au chef de l'État sur les questions liées au développement du Gabon. Gaël Mimba-Okoko pour le point. En cette période exceptionnelle, ils se positionnent comme des gardiens du temple. Après avoir mis en place le Conseil national des sages du Gabon avec pour mission donner des avis au président de la transition sur des décisions qui vont être prises en faveur du pays, les membres du CNSG et le représentant du vice-président de la République dans cette séance de travail
pose les bases d'une collaboration dont le Gabon est l'unique centre d'intérêt. Les lourdes responsabilités du chef de l'État, on ne peut pas le déranger tout le temps pour lui donner notre point de vue. Alors à partir de ce moment, puisque nous nous trouvons ici chez le vice-président, nous sommes sûrs que tout ce que nous disons sera transmis le jour au chef de l'État. Et pour qu'il ait plus de profondeur et de pertinence aux suggestions qui vont être formulées, le Conseil national des sages du Gabon a su combiner l'expérience des vétérans et l'énergie de la jeunesse. Une preuve qu'il n'y a pas d'âge exigé pour être sage. Nous sommes heureux d'avoir ces sages à l'imagination débordante. Avec ces jeunes-là, nous collaborons comme il faut et nous sommes sûrs du travail qu'il faut. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que la transition réussisse. Et si notre contribution peut apporter quelque chose dans les résultats finaux, mais nous serons honorés et le pays va en bénéficier. Pour qu'ils soient plus proches de leur intermédiaire, une salle leur a été offerte à la vice-présidence de la République. Le parlementaire Melvin Gondjou, en philanthrope auprès d'une jeune compatriote, elle vient de bénéficier d'une maison flambant neuve, un geste d'amour et de solidarité qui ne laisse personne indifférent dans le voisinage au quartier derrière l'hôpital. Patricia Ludimolé et Juste Njana étaient témoins de la remise des clés. Remise très symbolique des clés à cette compatriote. Il y a quelques mois, Martine, orpheline de père et de mère, vivait dans des conditions assez précaires, au point où son lieu d'habitation laissait à désirer. Il aura fallu, le jour de la célébration de la fête des mères, qu'elle expliqua sa situation à Melvin Gondjou, parlementaire de la transition, pour que ce dernier réagisse. Se rendant sur les lieux de l'habitation de Dame Martine, quelle fut sa surprise de voir la maison dans laquelle cette dernière vivait avec son fils. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un souvenir, car le député vient de lui offrir cette belle demeure, une joie immense pour la bénéficiaire. J'étais surpris, il est venu, il a vu l'état de la maison qui était prête à tomber. En partant, il m'a dit, maman, je veux te construire cette maison. Je n'ai pas cru et là je suis vraiment heureuse et je le remercie vraiment. Je remercie vraiment ce jeune enfant. Que Dieu le bénisse dans tout ce qu'il entreprend. Désormais propriétaire et logée décemment, Martine peut se réjouir car elle retrouve sa dignité en tant que Gabonaise au regard du changement de sa condition sociale. Et cet acte est louable. Donc aujourd'hui, nous remercions effectivement l'honorable Melvin Gondjou pour l'action et que nous souhaitons effectivement qu'il pérennise. La solidarité et l'amour de son prochain expliquent ce geste ô combien noble du donateur. Une remise symbolique des clés de la maison que nous avons construite avec les jeunes du quartier à une maman, qui est maman Martine. Satisfaction déjà dans un premier sens parce que les populations du 3e arrondissement et en particulier du 1er siège soutiennent pleinement la transition. Le député de la transition Melvin Gondjou a saisi cette occasion d'échanger avec ses compatriotes sur les réalisations du CTRI, notamment les infrastructures routières, les voies secondaires de Libreville, lesquelles ont d'ailleurs constitué le sujet principal des échanges. Depuis les années 70, les associations sont reconnues dans notre pays. Aujourd'hui, à l'ère de la transition, ces organisations se multiplient. Mais quel rôle jouent-elles? Quels sont les procédés pour la création d'une association? Doris Kouzkoulou et Alexandre Kogué nous disent tout. Elles sont nombreuses, ces associations qui naissent ou réapparaissent en force depuis l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions à la tête du pays. D'aucuns s'interrogent sur le fondement juridique de ces organisations. C'est en effet un droit garanti par notre Constitution, notamment celle de 91. C'est un droit fondamental qui est rappelé dans le titre premier de notre Constitution, qui fonde la liberté d'association. Et de ce point de vue, l'association peut être définie comme étant une entité morale qui regroupe en son sein un ensemble de personnes qui ont décidé d'œuvrer ensemble en mettant en effort leurs activités communes. Ces mouvements associatifs ou organisations non gouvernementales ont un rôle à jouer dans la société. Les associations devraient servir de relais entre les populations et l'exécutif afin d'apporter le véritable message
afin d'apporter les véritables réalités que vivent nos populations dans les quartiers. Vous allez voir qu'il y a des associations qui vont choisir le pan caritatif, humanitaire. C'est le cas des associations qui soutiennent les veuves, les orphelins. Les associations et ONG retrouvent un espace médiatique acquis à leur cause. Je vous le disais en titre, le Collège des aumôniers du Gabon, dirigé par son patriarche Alexandre Ngwa, a présidé une cérémonie de graduation des membres de cette corporation. C'est au total 45 aspirants au titre d'aumôniers qui ont reçu des mains de différents responsables hiérarchiques leur attestation de reconnaissance en présence de nos reporters Florence Gloire-Pongui et Jean de Dieu Mambondo. Ces acclamations et cris de joie marquent la graduation de 45 aspirants au titre d'aumôniers qui ont reçu leur attestation de reconnaissance après 3 mois de formation. Renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, les promus ont reçu des sages conseils. C'est un sentiment de fierté qui me nourrit depuis longtemps, car servir a toujours été notre ambition. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je voudrais saluer la formation multidimensionnelle des aumôniers dans notre pays. L'événement a été rehaussé par la présence du conseiller spécial du président de la transition, président de la République, Isabelle Bécalé, et de la représentante de Madame le gouverneur de l'estuaire empêché. Je vous exhorte donc, chers maîtres, de suivre et mettre en pratique tous les enseignements que vous avez reçus pendant les 3 mois de la formation. Le directeur sous-régional Afrique centrale revient sur les missions de cette première promotion. Cette cérémonie visait davantage à couronner l'effort de bon nombre de citoyens gabonais qui ont voulu servir Dieu autrement. C'est pour l'État un bras séculier sur lequel l'État peut s'accompagner, peut s'appuyer pour atteindre certaines sphères avec des gens faisant preuve d'intégrité morale, physique, mais également d'intégrité disciplinaire. Une cérémonie qui s'est achevée par la remise des banderoles de reconnaissance de paix aux officiels de tous ordres. Entre-temps, le séminaire Saint-Jean de Libreville a servi de cadre à la messe de prémisse de l'abbé Valérien Mwendou, ordonné prêtre le 29 juin dernier, une première messe qui aura traîné de nombreux fidèles. Reportage. Acclamations, cris de joie et d'allégresse, une ambiance religieuse par la première célébration du culte de l'abbé Valérien Nectaire Mwendou Mulungi, dont l'évangile était basé sur l'essentiel de la vie du prophète. Et le prêtre étant confédéré au Christ, il a cette lourde mission de pouvoir annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Du culte de prémisse dont le célébrant exprime son sentiment. C'est toujours un motif de joie, un motif d'action de grâce, parce que c'est le Seigneur qui appelle, et étant appelé et confirmé dans ce soir, on va rendre grâce au Seigneur pour dire merci Seigneur pour ces merveilles, merci au Seigneur pour toutes ces manifestations d'amour qu'il manifeste tous les jours dans nos vies. Désormais, intégré dans le clergé, son encadreur félicite le nouveau prêtat. Déjà comme prédiaconal, je l'ai accompagné, il est devenu diacre, et l'évêque me l'a confié encore. Et pour moi, devenir prêtre, c'était un sentiment de joie. Le Seigneur ne choisit pas des hommes capables, mais il choisit des gens qui le rendent capables. C'est vrai qu'il va rencontrer des difficultés parce qu'il y a toujours des réfractaires à la parole de Dieu. Il ne devra pas baisser les bras, il devra toujours évangéliser, proclamer la parole de Dieu. Ordonné prêtre depuis le 29 juin dernier, âgé de 29 ans, l'abbé Nelke Mwendou Mulungi est diplômé en philosophie à l'université Omar Bongo avant d'intégrer le grand séminaire Saint-Augustin de Libreville et ses stages de théologie. Un reportage de Magui Zandong et Arnaud Mingué. Pour la fin, sortie officielle du livre intitulé « Nouvelle naissance » de Ghislain Ménani, qui revient sur les bienfaits de donner sa vie au Christ. Récemment inspiré par sa propre expérience, l'auteur souhaite à travers cet ouvrage susciter l'adhésion de plus d'un dans l'univers divin. Arthur Ndondon, Ludovic Bitegué, nous le présente.
Dans une société en quête de repères et où les modèles de réussite qui incarnent les valeurs morales se font de plus en plus rares, le retour à l'essentiel, à la source de l'homme, à la divinité à travers la recherche de la piété et l'acceptation du Christ comme Seigneur et Sauveur personnel est perçu comme la boussole au milieu de cette génération de brebis qui tendent à s'égarer. D'où cette œuvre de l'esprit qui est un témoignage et un guide pratique. Avant que je ne rencontre Jésus, j'avais en fait une vie semblable à la jeunesse d'aujourd'hui qui est sans Christ. Tournée en fait vers une vie sexuelle déréglée. Aujourd'hui, notre pays en fait est confronté à une jeunesse en fait qui n'a plus de repères. Ce livre est une réponse en fait à cette jeunesse pour dire en vérité, c'est effectivement un remède. La jeunesse d'aujourd'hui, en se référant à Jésus, peut en fait retrouver les marques divines et pouvoir accomplir les buts pour lesquels Dieu les a envoyés. Les hommes de Dieu ne sont pas en reste dans cette interpellation au retour aux fondamentaux christiques. Cette génération en fait des jeunes prophètes ou des jeunes pasteurs ou des jeunes apôtres qui en fait s'engouffrent dans tout ce qui n'a rien à voir avec les Écritures. À travers ce livre, je veux enseigner à cette jeune génération qu'on peut servir Dieu et véritablement refléter la Bible écrite. C'est une réponse que ce soit aux familles, une réponse en fait à la classe ecclésiastique. Nouvelle naissance, un défi pour ces temps derniers, est une invite à la haine du péché, à la conformité des Écritures saines, à la transformation et au renouvellement des vies à travers le retour au premier amour. Un nouveau départ est donc possible. Et c'est donc sur cet élément que se referme cette édition d'information. Messieurs, dames, toute l'équipe technique se joint pour vous dire merci à vous qui avez été des nôtres tout au long de ce week-end. Sachez que votre fidélité nous honore. On se dit à très vite, mais déjà, excellente semaine à tous.